Bonsoir, bonsoir et à toutes et à tous, bienvenue dans la cuisine du village. Aujourd'hui, une émission qui est consacrée à l'éducation, à l'alimentation et on va voir que ça peut s'apprendre déjà dès tout petit et on fera un petit parallèle avec mon expérience en Suisse. Mais qui dit cuisine du village dit évidemment cuisine et j'accueille le chef Nicolas Rota. Nicolas Rota, bonsoir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bonsoir, et bien ce soir je vais vous réaliser un risotto au maïs. Recette facile et peu coûteuse. Est-ce qu'on peut faire cette recette avec des enfants? Alors il m'arrive dans le cadre du projet de l'Open Agri-Food de réaliser des risottos, que ce soit au maïs ou avec d'autres ingrédients, d'autres produits, sur des ateliers avec des enfants. Concrètement, ça se passe comment ces ateliers? C'est magique parce que c'est de l'échange, c'est du partage. Et puis c'est surtout leur apprendre à bien manger, leur apprendre à manger équilibré. Et ça nous permet aussi de pouvoir mettre en lien parfois certaines matières de l'éducation nationale avec ce que nous avons, nous, et notre expérience professionnelle dans la cuisine, comme les voyages ou comme les mathématiques avec les conversions. Et c'est super utile et ça leur montre qu'on a besoin de ces matières-là professionnellement. Vous en faites régulièrement, mais là, on va peut-être faire un petit tour des ingrédients. Qu'est-ce qu'on a besoin pour cette recette? Alors pour cette recette, on va avoir besoin de riz à risotto, un petit peu de vin blanc, de l'huile d'olive, sel, poivre. Alors j'ai pris du miso et également du bouillon de volaille. Et puis comme je viens de la région Centre-Val de Loire, j'en ai profité pour ramener du safran. Le safran, c'est un petit peu coûteux, mais vous avez dit que c'était une recette qui était particulièrement peu coûteuse. On fait ça presque avec un dimanche soir, ce qui reste dans les fonds du placard, c'est ça? On peut effectivement faire ça avec ce qui reste dans le fond du placard. Après, effectivement, le safran est un produit coûteux, mais on a besoin d'une quantité tellement infime que ça se remarque pratiquement pas. Allez, je vous laisse commencer la recette, puis on se retrouve en milieu d'émission pour faire un petit point sur notre recette. Pour parler d'éducation à l'alimentation, j'accueille trois personnes importantes sur le sujet. Guillaume Gomez, vous êtes ambassadeur de France pour la gastronomie. Bonsoir. Bonsoir. Barbara Wallet, vous êtes diététicienne et vous appréciez particulièrement l'éducation à l'alimentation chez les jeunes enfants, c'est ça? Bonsoir, oui, ça fait partie de mon travail. Et Jean-Pierre Payot, vous êtes directeur général de la Fondation Avril. On va commencer par vous. C'est quoi la Fondation Avril pour ceux qui ne la connaisseraient encore pas? Bonsoir, merci de cette invitation. La Fondation Avril, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique, qui a été créée par le monde agricole des oléoprotéagineux il y a une dizaine d'années. C'est notre 10e année d'action. Et nous accompagnons des projets qui sont des projets d'intérêt général en France comme à l'international, en engageant le monde agricole et les acteurs du territoire dans deux directions, au service de ruralité vivante et pour l'accès à l'alimentation saine pour tous. Je vais me retourner vers l'ambassadeur de France à la gastronomie. Ce titre, je crois que c'est la France est le seul pays à avoir presque un ambassadeur à la gastronomie. Ça consiste en quoi en quelques mots? Parce qu'on va après parler plutôt de l'éducation. Mais oui, c'est une typicité française. En France, nous avons dans notre corps diplomatique des ambassadeurs thématiques et j'ai été nommé il y a 4 ans maintenant par le président de la République ambassadeur en charge de l'alimentation, de la gastronomie et des arts culinaires. Donc on fait la promotion de la gastronomie et de l'alimentation. On travaille sur des sujets qui vont du travail des sols, on est chez Semae, jusqu'à la méthanisation des déchets. Et j'ai piloté à la demande du président une coalition mondiale des cantines, notamment 70 pays, comment nourrir 500 millions d'enfants en 2030. Donc le sujet éducation à l'alimentation est un sujet très important pour moi. Barbara, je crois que chez vous, il y a un sujet qui est vraiment important dans l'éducation à l'alimentation. C'est les goûters, les repas sucrés, l'alimentation transformée, c'est ça? Tout à fait. En fait, l'équilibre alimentaire se fait sur la journée, mais on se rend compte que les débordements se font surtout sur ce qui est sucré dans la culture française, le petit déjeuner et le goûter. Comment est-ce qu'on fait ces repas-là, du coup, pour ne pas se tromper et avoir une alimentation saine? Alors en fait, l'important, c'est de respecter les besoins de l'enfant, donc liés à l'âge. Et là, en fait, on utilise la main, par exemple, pour avoir des repères qui sont très faciles, mémorisables et que l'enfant pourra même transmettre aux parents. La main est proportionnelle à notre taille, donc on parle en points,
en cœur de main, en petits doigts. Voilà, ça c'est pour les portions. Et ensuite, on parle des familles alimentaires. Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut avoir de toutes les familles. Et pour le petit déjeuner comme pour le goûter, en fait, il faut avoir... On a un petit tips pour s'en rappeler. Encore une fois, l'objectif, c'est que ça soit facilement mémorisable. C'est de l'eau, des produits laitiers, des produits fruitiers, des produits céréaliers. Et vous avez, en respectant les proportions, un petit déjeuner et un goûter parfait. C'est important, je crois aussi, le petit déjeuner pour bien apprendre à l'école et peut-être même comment bien apprendre à se nourrir. Donc, le petit déjeuner, c'est vraiment un repas important qu'on a tendance à louper, c'est ça? Oui, tout à fait. Ou on ne mange pas suffisamment, on mange trop vite, on mange peut-être en décalé. Donc, effectivement, c'est bien de le préserver, surtout pour les enfants. Quand on est ambassadeur de la gastronomie en France, est-ce que quel est le pouvoir qu'on peut avoir pour que dans l'école, en fait, ces éducations à la nourriture, à bien se nourrir, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir généraliser cet enseignement? Le pouvoir, c'est un bien grand mot. Mon rôle aujourd'hui, il est d'accompagner, de militer, d'accompagner toutes celles et ceux qui veulent changer les choses. Vous parliez du petit déjeuner. Je fais partie du collectif du petit déjeuner depuis des années. On montre qu'en effet, c'est le repas le plus important. On le répète partout, mais on travaille avec les infirmières scolaires, avec les corps enseignants, avec les mairies, avec les régions pour avoir un petit déjeuner peut-être gratuit dans les écoles. Déjà, c'est le premier repas, c'est le premier moment du vivre ensemble. À partir du moment où on partage quelque chose, et vous l'avez dit, c'est le premier pas vers un équilibrage alimentaire important de la journée. Et alors, mon rôle aujourd'hui, il est d'aller sensibiliser aussi bien les acteurs publics. C'est avant tout une volonté politique. Mieux manger, c'est une volonté politique. Nous sommes sur le salon de l'agriculture, on parle souvent de souveraineté alimentaire. C'est une volonté politique de savoir comment est-ce que l'on emmène nos populations, les gens dont on a la responsabilité. Quand vous êtes père de famille, votre responsabilité. Quand vous êtes directeur d'un établissement, votre responsabilité. Quand vous êtes élu, les gens qui sont sous votre responsabilité, vers une meilleure alimentation. Pour donner quelques chiffres, avec l'Open Agri-Food avec qui nous travaillons depuis des années sur ces sujets d'éducation à l'alimentation, nous savions que la mauvaise alimentation coûtait environ 30 à 40 milliards d'euros par an. Et dans nos pires projections en 2030, nous visions malheureusement le chiffre de 100 milliards. Le rapport de l'Institut Montaigne est sorti l'année dernière. La mauvaise alimentation a coûté à l'économie française 125 milliards d'euros. Quand on dit ça coûte à la population française, c'est quel domaine? C'est le diabète et le cholestérol. C'est le diabète et le cholestérol soignés seulement dû à la mauvaise alimentation. Il faut savoir que le diabète est une maladie qui vient avec la mauvaise alimentation, mais qui en plus ensuite est génétique. C'est-à-dire que la première génération le provoque et celle d'après le subit. Donc c'est quelque chose qu'il faut changer et on doit passer par une éducation à l'alimentation, non pas pour faire des chefs de cuisine, comme le chef Nicolas qui est là, mais tout simplement des meilleurs consommateurs. Des meilleurs consommateurs, et ça passe en effet par des messages éducatifs dès le petit déjeuner. À la Fondation Avril, est-ce que vous avez dit que ça fait quelques années que maintenant vous travaillez sur ces sujets? Est-ce que vous pouvez nous mettre en avant quelques-unes de vos réussites, quelques-uns des partenariats qui avancent? Aujourd'hui, le partenariat qui avance le mieux, c'est le partenariat avec l'Open Agri-Food, voilà, qu'on a rencontré il y a quelques mois. Clairement, leur initiative nous a beaucoup séduit. On met l'accent de plus en plus à la Fondation sur l'éducation à l'alimentation. On a tout un travail de recherche actuellement sur les projets qui existent et comment les soutenir au mieux. Et le travail qui a été fait sur voilà, l'école de l'alimentation, où l'Open Agri-Food accompagne une trentaine de classes tout au long de l'année en impliquant un agriculteur, un chef que vous avez derrière vous, voilà, une diététicienne, nous a beaucoup séduit. Et on travaille avec l'Open Agri-Food sur comment étendre ce programme à l'ensemble du territoire. Moi, j'ai une petite spécificité ici, c'est que je suis suisse et en Suisse, dans les dernières années de l'école obligatoire, on a des cours qu'on appelle d'économie familiale. Alors, c'est-à-dire que j'ai appris à tenir un budget, j'ai appris à raccommoder des chaussettes, un jeans, j'ai appris à tenir un budget et aussi quelques cours de cuisine, une fois par semaine. Est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire en France? À moi de répondre. Bah, je ne sais pas. Écoutez, oui, alors je vais vous répondre oui, déjà pour commencer. Déjà, bravo, et oui, parce qu'il faut avoir l'humilité de faire un bilan. Ça fait plus de 30 ans que nous dispensons des semaines du goût, des cours de cuisine sur la base du volontariat en périscolaire.
il faut avoir l'humilité de se dire que ça ne fonctionne pas. C'est toujours bien, en effet, d'emmener des chefs de cuisine dans les écoles, d'emmener des producteurs dans les écoles, parler des produits. Il y a du positif, heureusement, mais pas assez. Sinon, nous ne serions pas à près de 18% de nos moins de 21 ans qui sont obèses et on n'aurait pas ce coût pour la sécurité sociale de 125 milliards d'euros. Donc il faut en effet aller vers des solutions obligatoires et qu'on apprenne à cuisiner. Et on sait que c'est à partir du moment où on va comprendre le produit, on va savoir les cuisiner, qu'il y aura une meilleure alimentation. Et je le répète, une meilleure alimentation plus équilibrée, plus engagée en termes de société, en termes d'environnement et en termes d'économie. On le répétera jamais assez aussi. C'est en saison et une cuisinée que les produits sont les meilleurs et les moins chers. Un budget, quand on cuisine, on réduit considérablement la note dans le porte-monnaie. On ne va pas parler de sujets d'endettement, mais est-ce que concrètement, quand on cuisine, il y a un chiffre, une proportion d'économie qu'on peut faire? C'est encore à moi. Oui, les études qui ont pu être faites, parce qu'il y en a beaucoup, mais et au supermarché, et dans les marchés, et les gens dans la ruralité qui ont la possibilité de faire pousser ou de travailler avec des producteurs et des AMAP, ça va entre 15 et 45%. C'est-à-dire que quand vous mangez de saison déjà, quand vous faites vos courses, que vous cuisinez et que vous mangez de saison, on estime que c'est 25% à peu près, la moyenne. Et bien sûr, avec une alimentation équilibrée, il faut savoir aussi que l'on mange peut-être aussi beaucoup trop, en termes de portions, en termes de proportions aussi, qu'il faut remettre végétal, pas enlever le carné, mais en consommer un petit peu moins, plus de végétal et aller vers une alimentation plus équilibrée. Et vous l'avez dit, à partir du moment où vous cuisinez, quand vous faites, je ne sais pas, on parle souvent avec les jeunes justement, donc votre croque-monsieur ou votre pizza, pour le prix que vous achetez une pizza ou un croque-monsieur, vous pouvez en faire 3 ou 4, avec des produits en plus de meilleure qualité, donc bien meilleurs pour la santé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le but, une fois de plus, c'est pas que les gens soient autonomes sur leur alimentation, tout faire pousser, tout cuisiner, tout consommer, ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, tout simplement ramener un peu de bon sens. Quand il y a des choses que vous pouvez faire, faites-les. Quand il y a des choses que vous pouvez produire en fonction de là où vous êtes et de votre temps, faites-le. Mais voilà, et surtout, une fois de plus, la saisonnalité, c'est un discours qu'on rabâche, mais il faut que ça rentre. C'est là où les produits sont les meilleurs et les moins chers. Et on a la chance, quand on est en France, en plus d'avoir un pays qui produit quasiment de tout. Donc on ne peut ne manquer de rien. Barbara, comment ça se passe concrètement quand vous intervenez en classe? Est-ce que vous avez des retours d'expérience des fois un peu marrants? Certains enfants, ils ont des croyances que la brique de lait, c'est fait à partir... Tout à fait. En fait, on se rend compte que les parents, comme les enfants, sont un peu perdus. Il y a tellement d'injonctions contradictoires aujourd'hui sur le web et ailleurs d'ailleurs, qu'ils ne savent plus trop. Et en fait, ils n'arrivent pas à créer un repas, ils manquent de confiance en eux. Donc l'objectif, là, avec l'éducation à l'alimentation, c'est vraiment de leur donner les bases pour qu'eux soient assez fiers et reproduisent à la maison et que ça donne, c'est une ascension en fait des connaissances. Effectivement, on a pas mal de questions quand on est en classe sur le chocolat. Il pousse pas emballé. Les fruits et les légumes. Ouais, voilà, la marmotte, effectivement. Les fruits et les légumes, on ne sait pas forcément bien les classer. On les met dans les féculents. Voilà, le jus de fruits, est-ce que ça vient vraiment des fruits? Combien est-ce qu'il faut de fruits? Les enfants sont assez étonnés de la quantité de fruits qu'il faut pour faire un jus de fruits, par exemple. Donc oui, il y a des petites connaissances à réajuster. Et aussi, moi j'ai fait un cours de cuisine avec ma maman. Oui. Le nombre de sucre qu'il y a dans beaucoup de produits qu'on consomme, notamment les yaourts aussi, je crois. Tout à fait, oui, tout à fait. Dans le jus de fruits, il y en a autant que dans le soda. Dans le ketchup, il y en a. Évidemment dans le Nutella, pour ne pas le citer, comme dans pas mal de chocolat. Donc oui, il y a énormément de sucre ajouté pour corriger en fait l'acidité des produits ou simplement pour créer de l'appétence. Et on se rend compte que plus on mange du sucre tôt dans la journée, plus on a envie. C'est le circuit de la récompense qui fait son effet. On est ici au Salon de l'Agriculture. Peut-être une question à vous trois. On a croisé bon nombre de politiques toute la semaine et je crois que même tous les rapports parlementaires, tous les rapports au Sénat disent qu'il faut généraliser cette éducation à l'alimentation. Il manque quoi pour que ça se concrétise globalement et réellement sur le terrain?
Je pense qu'il faut continuer, la persuasion. Voilà, c'est sûr que l'appui politique est nécessaire. Il n'est pas suffisant puisque je crois que l'ambition qu'on a notamment dans le programme Open Agri-Food, c'est de faire en sorte que demain l'éducation et l'alimentation fassent partie des programmes éducatifs. La volonté politique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi travailler avec leur corps professoral, ceux qui composent les programmes, les convaincre. Et donc, il faut du temps. Dans le monde agricole, on aime bien le temps long. Donc, voilà, on s'y met. Mais il faut du temps de persuasion. Oui. Oui, moi, j'ai de l'espoir, parce qu'il faut garder espoir. Quand nous abordions ce sujet-là, il y a déjà une quinzaine d'années, vous avez un chef Eurotoc qui est derrière vous. Ce sont des sujets que l'on porte à l'Europe depuis des années. Personne ne nous écoutait. Aujourd'hui, nous avons eu l'oreille de président de la République, de ministre, le commissaire européen qui est là. On a fait une table ronde sur l'éducation à l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes écoutés, entendus. Il faut que ça change. En effet, c'est du temps long. Il faut aller persuader tout le monde. Mais moi, c'est ce que j'ai expliqué aux différents ministres de l'Éducation, aux différents présidents de région que j'ai pu rencontrer. Et j'en ai vu quelques-uns passer ces dernières années. Mais s'il y a vraiment un sujet qui peut fédérer, c'est celui-ci. Vous voulez repeindre quelque chose, une porte dans une école, il y en a toujours un qui n'est pas d'accord. Quand ce n'est pas les professeurs, c'est les parents d'élèves, sinon les élèves, sinon c'est le gars qui habite en face de l'école à qui on n'avait pas demandé son avis, mais la télé a quand même été lui demander. Vous voulez améliorer la cantine, vous voulez améliorer le repas, tout le monde est d'accord. Donc c'est apolitique et une fois de plus, c'est de l'intérêt commun, c'est de la santé publique. On n'a pas le choix aujourd'hui. C'est vraiment un enjeu sociétal important. Donc il faut aujourd'hui changer les choses et pour ça, c'est tout le monde peut faire le petit effort pour améliorer un petit peu et ramener du bon sens dans tout ça. Petite question, est-ce que le premier pas, ça ne serait pas installer un potager à l'école ? Ah bah c'est encore moi alors, d'accord. Pourtant je tends le micro, hein. Bien évidemment. C'est-à-dire que moi j'ai fait une proposition assez simple, hein. Vous savez, ce rapport au vivant il est essentiel. En effet, il faut que les enfants comprennent que ce que vous mangez, ça pousse, ça s'élève, ça se pêche, peu importe. Mais en tout cas, il y a un rapport au vivant qui est là. Et vous savez, c'est pas plus compliqué. Un pied de tomate à l'entrée de chaque école. Tant qu'il n'y a pas de tomates sur le pied de tomate, en fait, il n'y en a pas à la cantine. Parce que quand la saison n'est pas la même à Nice, Paris, Strasbourg ou Lille. Donc, c'est très simple. Un potager, c'est peut-être beaucoup. J'étais sur un autre plateau télé hier avec des enfants du 93 de Neuilly-Plaisance, pour les citer. Il y a quelques années, ils m'écrivent en disant « on a fait pousser des pommes de terre ». Je les avais servis à l'époque, la première visite du président Trump, les pommes de terre du 93. Je suis issu de Neuilly-Plaisance, c'est pour ça qu'il m'avait écrit. J'étais chef à l'époque. Oui, voilà, il y a possibilité toujours de faire le rapport au vivant d'un écolier, ce n'est pas du temps perdu. Lui faire comprendre que ça pousse, expliquer le terroir, le territoire, le pays, l'histoire d'un produit. Quand on parle de pommes de terre, de tomates, on parle de la conquête des Amériques, on parle de civilisation, de guerre, on parle de beaucoup de choses. Donc ce n'est pas du temps perdu que de parler alimentation et que d'éduquer à l'alimentation, d'autant plus que vous l'avez dit, vous avez eu cette éducation-là en Suisse, mais vous allez en avoir besoin toute votre vie, plusieurs fois par jour. C'est notre seul rapport au vivant qui nous ramène plusieurs fois par jour. C'est pas une lubie que de manger. On n'a pas le choix. On m'a même appris à remplir ma déclaration d'impôt, c'est pour dire à quel point on est en Suisse très strict sur ce genre de choses-là. Plus généralement, vous accompagnez beaucoup de projets à la Fondation Avril, plus de 120. Vous avez dit que c'est même plus qu'à travers la France. Est-ce que dans d'autres pays d'Europe, ils sont déjà un petit peu plus en avance et ils peuvent voir des résultats un peu plus concrets? Oui, on voit aujourd'hui dans les pays du Nord, alors je ne sais pas si la Suisse est un pays du Nord, mais on va dire, voilà, on peut dire peut-être. Hein. C'est vrai que dans les pays du Nord, il y a un petit peu plus d'avance. Il y a une logique de prévention qui est peut-être un peu plus engagée. Il y a des pays dans l'Europe du Nord où il n'y a plus de caries d'ailleurs, puisque voilà, il n'y a plus besoin de dentistes qui soignent les caries. Donc on est allé un peu enquêter de ce côté-là. Et effectivement, on va s'inspirer. On ne va pas encore révéler les résultats de notre travail, mais on va s'inspirer un peu de ces démarches-là pour essayer de voir comment lancer prochainement à la Fondation ce qu'on pourrait appeler un appel à projet pour aller favoriser encore plus l'éducation et l'alimentation. Est-ce que concrètement, vous emmenez des enfants voir on a un magnifique champ de tournesol derrière nous. Est-ce que aller voir des agriculteurs, voir des producteurs de produits d'huile par exemple? On sache que du colza à la fleur, on a ça dans notre bouteille d'huile. Oui, ça se fait. Ça se fait dans le cadre du programme dont on parlait. Voilà, les enfants sont amenés dans les champs avec un agriculteur qui leur explique, leur montre les légumes. Alors on est assez surpris de voir d'ailleurs la connaissance mitigée parfois de certains légumes, comment ils poussent, comment on les sème, comment on les récolte. Moi, je suis allé sur le terrain. D'ailleurs, j'ai vu le chef à cette
occasion-là, c'était très intéressant avec les enfants. Donc, ce sont des élaborations qui marchent très très bien. Les enfants adorent, les instituteurs, institutrices adorent également. Et donc oui, ça se fait. Et voilà, il faut le continuer. Et je pense que même les parents adorent parce qu'ils doivent rentrer bien fatigués après une journée dans les champs. Non, d'ailleurs, les enfants, les mamans étaient accompagnés par, les enfants étaient accompagnés par leur maman. Et ouais, je pense que il y avait des échanges tout à fait intéressants quand on est allé sur le terrain. Voilà, et assez comique aussi, mais non, c'est nécessaire. Il faut réapprendre l'agriculture, il faut réapprendre le lien entre l'aliment final, le produit transformé, et l'aliment, la matière première en fait. Hein. Je vois que ça fait réagir Barbara. Oui, en fait, par rapport à ça, on se rend compte qu'un aliment qu'on a regardé pousser, qu'on a pris soi-même, qu'on a cueilli, en fait, on va avoir plus tendance à le cuisiner et donc à le consommer. Ce qui veut dire que ça élargit le panel alimentaire et donc en termes de diététique, ça nous offre différents micronutriments qu'on n'aurait pas si on n'avait pas justement planté et récolté cet aliment. Je vois que le temps file. Moi, je vais tout de suite parler d'un sujet que vous connaissez peut-être, c'est le vin sans alcool. Dans ma séquence, faites pousser les idées. Clémence, vous êtes productrice de vin sans alcool. Mais comment est-ce qu'on fait du vin sans alcool ? Bonjour, effectivement, nous c'est Moderato. Alors on est une jeune entreprise française, on a 4 ans maintenant, et on propose du vin désalcoolisé, 100% français, fabriqué dans le sud-ouest de la France, dans le Gers plus exactement, où on sélectionne, puis on va distiller les vins pour avoir du vin sans alcool. Et donc là, vous nous avez ramené une gamme de produits. On retrouve du vin blanc, du rosé, du champagne, du vin rouge. On peut faire du vin sans alcool avec toutes sortes de vins ? Oui, il y en a pour tous les goûts. Alors, il y a des cépages qui tiennent mieux que d'autres au processus de distillation. Nous, on a choisi la région du Gers parce que c'est une région qui nous tient à cœur et on travaille avec des vignerons du sud-ouest. Là, vous voyez devant vous, c'est la cuvée révolutionnaire qui est disponible en rosé, en rouge, en blanc, et même en pétillant, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs, on va dire. Et oui, voilà, donc on distille plusieurs et on travaille plusieurs sortes de cépages. Est-ce que l'idée, elle ne serait pas venue un lendemain de fête du Salon de l'Agriculture ? Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui ont eu testé le Salon de l'Agriculture, bu un peu quelques verres d'alcool, c'est pour ça que c'est un petit peu animé, on ne s'entend pas très bien. Est-ce qu'on retrouve toutes sortes de cépages dans un vin d'alcool ? Est-ce que moi, sans alcool, moi j'aime bien par exemple le Sauvignon. Est-ce qu'on pourrait retrouver un Sauvignon sans alcool ? Alors, vaste sujet. Nous, en créant Moderato, on a voulu s'adresser à tous les passionnés du vin, donc à tous les amateurs du vin. On est nous-mêmes passionnés par le vin classique, par ses terroirs, ses traditions, son savoir-faire. En France, on s'y connaît vraiment bien. Et en fait, pour faire du vin désalcoolisé, il y a 3 étapes, on va dire, à suivre. D'abord, il y a l'assemblage et la sélection et l'assemblage des cépages. Puis ensuite, on va passer à la distillation. Donc, on va faire chauffer le vin. Notre particularité chez Moderato, c'est qu'on va faire chauffer le vin à basse température, ce qui va permettre d'évaporer l'alcool. Et ensuite, on va avoir en fait la structure aromatique du vin préservée au maximum. Voilà. Et donc, on pourrait retrouver mon fameux Sauvignon, c'est ça ? Ouais, alors oui, effectivement, nous, on a un Sauvignon dans notre gamme. Après, c'est vrai qu'il y a des cépages qui se prêtent plus que d'autres, justement, au fait d'être désalcoolisés. Nous, on a choisi les cépages du Sud-Ouest parce qu'ils sont appréciés dans le monde entier et pas qu'en France pour leur typicité et leur structure aromatique assez franche et agréable en bouche, qu'on arrive à retrouver aussi dans nos vins. Après distillation, il y a aussi un travail de restructuration des arômes. Justement, on fait un travail pour retrouver un équilibre aromatique avec l'amertume pour le rosé, les tanins dans le rouge, l'acidité caractéristique du blanc. Voilà. Et donc ça, on pourrait servir à table la même chose qu'un vin qui aurait de l'alcool, c'est ça ? Oui, l'idée derrière Moderato, c'est de pouvoir trinquer à égalité, donc de démocratiser le vin et le plaisir du vin à tous. Et bien sûr, c'est encore meilleur accompagné d'un bon plat, que ce soit à la maison ou dans un restaurant. Si je vais avoir là un grand cliché, mais on dit souvent que ça aurait peut-être un goût de chaussette. Est-ce que c'est vrai ? Goût de chaussette, non. On nous dit des fois, mais alors, en fait, le vin sans alcool, c'est du jus de raisin.
Et ben non plus. Certes, on est issu de raisins et de la vigne, mais en fait, on va utiliser du vin vinifié à maturité pour faire du vin désalcoolisé. Donc en fait, nous, notre idée, c'est de agrandir la grande famille du vin en proposant une alternative complémentaire et de qualité au vin classique. Bah, je crois qu'on a fait le tour. On peut retrouver où votre gamme de produits? Alors on est présent dans de nombreux cavistes, épiceries fines partout en France et aussi dans certains restaurants maintenant et aussi pareil dans des magasins, supermarchés partout en France. Notre carte des points de vente est disponible sur notre site. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci on à va vous. retrouver. Merci. Moi, je vais tout de suite aller en cuisine voir le chef. On prend un petit peu de retard tellement les sujets sont passionnants. On en est où, chef? Eh bien écoutez, on a pratiquement terminé. Vous allez bientôt pouvoir déguster. On a fait revenir la garniture. J'avais déjà mis préalablement le bouillon de légumes à se préparer. Hein. Et puis, écoutez, garniture revenue. Le riz à nacré, lui faire pénétrer la matière grasse. Et ensuite, mouiller avec le bouillon. Et vous voyez, on est pratiquement sur un risotto terminé. Il ne me reste plus qu'à l'assaisonner. Et ensuite, vous le faire déguster. Eh bien, on revient vers vous tout à l'heure. Je me retourne encore une dernière fois vers mes trois invités. Si maintenant je vous offre une baguette magique, vous avez un souhait. Lequel serait, qu'est-ce que vous voudriez faire qui se réalise demain pour aider l'alimentation chez les jeunes et l'éducation à l'alimentation? Moi, si j'avais une baguette magique, j'aimerais reconnecter la ruralité avec les milieux urbains, voilà, et puis faire en sorte que l'agriculture rentre ou re-rentre dans les foyers français, tout simplement. Barbara? Moi, j'aimerais que les enfants apprennent à reconnaître leur faim et leur satiété pour qu'ils mangent en fonction de leurs besoins beaucoup plus facilement. Des cours d'alimentation et de cuisine à l'école obligatoires avec un ministère dédié à l'alimentation, puisque l'alimentation, ce n'est pas secondaire, c'est, une fois de plus, je le dis, après respirer, c'est notre besoin le plus vital. Et on dit aussi l'aliment, c'est notre premier médicament, donc bien manger dès le plus jeune âge. On l'a compris ensemble ce soir que c'est vraiment un sujet qui vous motive, qui vous anime, et on vous retrouvera. On sait qu'on peut suivre vos actualités sur ces sujets. Moi, très facilement sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, sans aucun problème. La Fondation Avril? Nous, voilà, sur Internet, sur LinkedIn, on aime bien poster sur LinkedIn, relayer tout ce que l'on fait avec les associations, en particulier le projet Open Agri-Food. Et Barbara, est-ce que sur vos réseaux sociaux, vous partagez des bons conseils régulièrement, c'est ça? Tout à fait, des recettes notamment. À faire avec les enfants, j'imagine. Tout à fait, oui. Je vous laisse venir me rejoindre. On va aller rejoindre Nicolas qui est gentiment en train de dresser. Chef, avec quoi on accompagne ce repas? Est-ce qu'on doit avoir une petite salade verte, j'imagine, une petite touche de verdure? Moi, je peux le manger tout seul, comme ça, tout simplement. Hein. On a du féculent, on a du légume, on a du produit laitier, fromage et crème. Moi, j'aime bien le manger comme ça, ou même avec des champignons. Hein, là, l'avantage, c'est qu'on est effectivement sur un produit qui est très facile à réaliser. Hein. Je vous dis, on fait ça, nous, dans les écoles, avec les centres de loisirs et pendant le temps scolaire, sur des petites classes de CE1, CE2. Est-ce qu'il y a une autre recette que vous pourriez nous donner à faire très facilement avec les enfants? Il nous reste une petite minute pour cette recette. Eh ben, vous avez des produits comme le dalle de lentilles, qui est excellent, en plus qui est plein de protéines végétales, hein, qui est un plat qui est peu coûteux, hein, qui permet de bien se nourrir, et on en fait aussi avec l'Open Agri-Food, on en fait également sur les ateliers cuisine pour leur apprendre qu'il n'y a pas que de la protéine animale pour se nourrir. Et toutes ces recettes, on les retrouve aussi, et tous ces outils dédiés à l'enseignement, je crois, aussi sur le site internet d'Open Agri-Food, c'est ça? Alors effectivement, le site internet de l'Open Agri-Food Initiative met à disposition des recettes, des informations et des contacts si jamais vous en avez besoin, pour pouvoir justement faire en sorte que vos enfants aient une bonne alimentation. Et puis il faut savoir maintenant que si on veut toucher les parents, il faut qu'on passe par les enfants.
Voilà, la recette sera retrouvée tout prochainement sur le site internet de Village Semences. On se retrouve demain pour une dernière émission, La cuisine du village. Mais tout de suite, c'est Semer l'avenir, présenté par Émilie Zabalaski.